Donc, je vais donner la parole à Monsieur le Président Louis Gallois. Alors, on s'est posé la question, faut-il le présenter, qu'il est connu de tout le monde. Mais en fait, comme la moitié de nos auditeurs sont moins de 25 ans, je me permets de dire quelques mots sur vous, Monsieur le Président. Donc, Monsieur Louis Gallois est ancien dirigeant de grands groupes industriels et de transport, donc l'Astecma, l'Aérospatiale, la SNCF, EDS, Airbus, PSA. Louis Gallois est une figure majeure de l'industrie française. C'est un haut fonctionnaire de formation. Il est aujourd'hui le coprésident de la Fabrique de l'Industrie qu'il a contribué à créer en 1911 et s'engage de longue date sur les enjeux de compétitivité et de compétences industrielles. Monsieur le Président, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que je vais garder ce micro parce que je me suis aperçu qu'on entendait beaucoup mieux avec ce micro qu'avec ceux du pupitre. Merci d'abord de m'avoir, Patrick Tégédor, merci de m'avoir associé à ce colloque, d'autant plus que je ne suis un expert en rien. Donc, je ne vais pas vous apporter une expertise supplémentaire. Je suis, comme dit ma femme, des études qui t'ont amené à être expert en tout, c'est-à-dire expert en rien. Et elle a parfaitement raison. Je ne vais pas vous parler d'intelligence artificielle parce que je ne serai pas compétent pour le faire. Je vais vous dire comment je sens la notion d'expert dans une entreprise. Et comme beaucoup de choses ont été dites, je profiterai du fait que j'ai le micro pour vous parler un peu de mes travaux actuels sur l'industrie française. L'expert, ce n'est pas quelqu'un qui connaît bien son métier. C'est une autorité dans son métier. C'est-à-dire quelqu'un qui est respecté pour sa compétence à l'intérieur de l'entreprise et qui est reconnu à l'extérieur de l'entreprise. C'est quelqu'un qui est capable à la fois de maîtriser complètement les problèmes de son domaine, mais qui en plus est capable d'avoir une vision stratégique de ce domaine à l'intérieur de l'entreprise. Il n'est pas enfermé dans sa compétence. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit M. Gilleron sur le fait que il faut être un expert pour pouvoir déroger aux règles. C'est-à-dire qu'on les maîtrise suffisamment pour être capable d'aller au-delà des règles. J'ai trouvé que c'était très intéressant. En fait, l'expert tel que je viens de le définir, dans une entreprise de haute technologie, c'est véritablement un actif, au même titre qu'une usine. C'est un actif qu'il faut créer, développer, protéger. Le créer, l'expert, il se crée à la fois par l'étude et par l'expérience. Donc il faut, à l'intérieur de l'entreprise, détecter ceux qui peuvent devenir des experts et leur offrir le parcours qui leur permettra de devenir experts. Parce que c'est à l'intérieur de l'entreprise qu'ils deviennent experts. Après, il faut, une fois qu'ils sont accédés à ce statut d'expert, puisque j'ai créé les filières experts dans les entreprises où je suis passé, en tout cas chez Aérospatiale. Et une fois qu'on a créé cet expert, il faut le mettre en situation d'être premièrement constamment challengé. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il soit mis au défi par l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. Il faut qu'il soit constamment mis en situation de suivre l'évolution des savoirs, qui est de plus en plus rapide.
et utiliser les nouveaux instruments. Et vous allez en parler aujourd'hui, puisque parmi ces nouveaux instruments, il y a l'intelligence artificielle. Mais le numérique ne se résume pas à l'intelligence artificielle. Il y a les doubles numériques, il y a la visualisation, il y a la simulation, il y a la 5G, etc. Il y a une masse de technologies nouvelles qui viennent dans les processus de production qu'il faut que l'expert soit capable de complètement intégrer dans la manière dont il aborde son domaine d'expertise. Le protéger, c'est lui permettre de rester expert dans l'entreprise tout en gravissant les échelons. Pour ça que les filières experts, c'est très important. Parce que si l'avenir d'un expert, c'est de devenir un manager, ça peut arriver. Et je ne veux pas que les experts se voient bloquer la possibilité d'accéder au management et à la direction d'entreprises, d'usines. Mais il faut aussi, s'ils le souhaitent, qu'ils puissent rester experts et gravir les échelons à l'intérieur de l'entreprise qui leur permettent d'avoir le statut qu'ils méritent à mesure qu'ils progressent. Donc il faut une filière expert qui puisse aller jusqu'au sommet. Et l'expert aussi, il a une responsabilité qu'il partage avec l'entreprise, c'est de transmettre son savoir. C'est ce qui a une des choses les plus difficiles. Il ne faut pas que l'expert se referme sur lui-même. Il faut que l'expert soit constamment en train de diffuser son savoir de telle manière que l'entreprise s'en enrichisse, mais qu'en plus, il puisse avoir des successeurs. Il forme ses successeurs. Je pense que c'est très important. Et ça nous pose d'ailleurs un problème. D'abord de fidélité à l'entreprise. On n'est pas très content quand l'expert s'en va à l'extérieur, surtout s'il va à la concurrence. On espère, il y a des clauses de non-concurrence, mais elles tiennent 2 ans maximum. Donc il faut fidéliser l'expert à l'intérieur de l'entreprise. C'est une des raisons pour lesquelles il faut créer cette filière expert. Mais il faut aussi quand il part à la retraite. Et moi, j'ai appris des Américains une chose, quand j'étais à la SNECMA, c'est qu'on utilise la période, les 2 ou 3 années qui suivent la retraite, on continue à utiliser l'expertise des personnes. On les appelle dans l'entreprise. Ils viennent évaluer, ils viennent auditer un programme, ils viennent valider une technologie, valider une innovation. Et cela fait qu'il n'y a pas de rupture brutale au moment du départ en retraite, rupture brutale qui est évidemment extrêmement dommageable pour l'entreprise. Voilà ce que je voulais vous dire sur les experts. Je vais maintenant vous parler un peu d'industrie. Pourquoi il faut une industrie? Et pourquoi on parle de réindustrialisation? Et pourquoi on a besoin d'ingénieurs comme vous l'êtes, vous les jeunes? Pour au moins 2 motifs. Le premier, c'est pour redresser notre balance commerciale. Il faut savoir que la France achète 80 milliards d'euros de plus qu'elle ne vend. En gros, on achète 680 milliards d'euros chaque année à l'étranger et on exporte 600 milliards d'euros. Ces 80 milliards d'euros, nous les dépensons sans aucune valeur pour le pays. Ça n'enrichit pas le tissu français. C'est de l'argent que nous, d'une certaine manière, nous exportons sans en tirer d'autres bénéfices que de recevoir des marchandises. C'est une perte de valeur pour le pays. Or, la balance commerciale, c'est essentiellement des produits manufacturés. Donc, il faut que nous reconstituions un tissu industriel qui nous permette de réduire ce déficit. Je rappelle qu'en 2000, c'est-à-dire il y a 25 ans,
notre balance commerciale était équilibrée, que la balance commerciale de l'Italie est excédentaire. Donc ce n'est pas des objectifs absolument utopiques. C'est des objectifs qu'on peut atteindre. Ça, c'est le premier objectif de la politique industrielle, de la réindustrialisation. Le second, c'est qu'il faut que nous soyons présents sur le front des technologies. Ceux qui ne sont pas présents sur le front des technologies se feront balayer. Les technologies, la liste n'est pas extrêmement longue. Il n'y a pas d'ailleurs que les technologies, mais tout ce qui fait que nous sommes dépendants. Il y a évidemment tout le domaine du numérique, qui est à 90% américain. C'est une situation intenable. L'Europe et la France ne peuvent pas rester dans cette situation. Sinon, on peut nous couper le robinet, très simplement. Vous avez les semi-conducteurs. S'il n'y a pas de semi-conducteurs, il n'y a pas d'industrie moderne. Or, l'Europe et la France produisent des semi-conducteurs qui ne sont pas du tout la génération la plus avancée. Vous avez tout ce qui concerne le domaine de l'énergie qui va être vital. La France a un atout, c'est le nucléaire. C'est une des deux grandes technologies que nous maîtrisons, le nucléaire et l'aéronautique, au niveau mondial, où nous sommes au niveau mondial. Et je pense que ce sont ces deux technologies, il faut que nous les préservions, que nous restions sur le front de la technologie, c'est-à-dire aussi avancés que possible. Vous avez les principes actifs pharmaceutiques. Nous sommes totalement dépendants des Indiens, des Chinois et des Américains sur les principes actifs. C'est une situation dont nous avons pu mesurer les inconvénients lors de la crise du Covid. Je sors des technologies, mais nous avons bien vu l'importance que ça, c'est les matériaux critiques. C'est-à-dire tous les matériaux dont on a besoin pour mettre en œuvre les nouvelles technologies, numériques en particulier, terres rares, tous les matériaux dont nous avons besoin pour la transition énergétique, lithium, cobalt et autres. Et l'Europe, qui ne fait plus d'exploration minière depuis des années ou des décennies, qui n'a pas d'industrie de raffinage de ces matériaux critiques, doit reconstituer une industrie des matériaux critiques. Voilà les deux grands domaines, les deux grandes raisons d'une politique industrielle. D'un côté, rééquilibrer notre balance commerciale, et ça, c'est l'affaire de la France. Ce n'est pas l'affaire de l'Allemagne, de l'Italie ou d'autres, parce qu'eux, ils ont déjà cet équilibre que nous n'avons pas. Il ne faut pas compter sur l'Europe pour nous aider à cela. C'est un effort qu'il faut que nous fassions nous. Et puis il y a ces domaines de technologie que je viens d'évoquer, qui eux relèvent beaucoup plus de dynamique européenne. Il est clair qu'on ne va pas créer une industrie des semi-conducteurs française déconnectée de ce que fait Infineon en Allemagne ou l'usine qui, aux Pays-Bas, fait toutes les machines nécessaires pour la fabrication des semi-conducteurs les plus avancés. En matière de défense, que je n'ai pas cité la défense, mais c'est évidemment une technologie sur laquelle, un ensemble de technologies sur lesquelles il faut que nous soyons présents. On ne peut pas imaginer de faire ça sans les Anglais, les Allemands, les Italiens, peut-être les Suédois ou les Polonais. Donc il y a des dimensions européennes dans un certain nombre de ces domaines qui sont absolument indispensables.
Alors, un mot sur les grandes lignes d'une politique industrielle qui permettent de remettre la France à niveau. Je vous rappelle que nous avons connu dans la décennie 2000 à 2014, 2015, une glissade sans précédent de notre industrie. On a perdu 2 millions d'emplois dans l'industrie. Depuis 2015, 2016, on est sur un plateau. On a réussi à arrêter la glissade. On n'a pas commencé à redémarrer. Et il va bien falloir qu'on remonte sur les chantiers que je viens d'évoquer. Alors il y a quatre enjeux, et puis je vais aller très vite. Le premier, c'est la recherche et l'innovation. Nous ne faisons pas en France l'effort de recherche que nous devrions faire. Nous sommes à 2,2% de la richesse nationale consacrée à la recherche. Nous avions pris l'engagement en 2005-2006 à Lisbonne de passer à 3%. Nous n'y sommes pas. Nos grands partenaires y sont. L'Allemagne est à 3,1%. Les États-Unis à 3,5%. Et un pays comme la Corée du Sud à 4,5%. Si nous voulons rester en première division, il va falloir qu'on renforce considérablement l'effort de recherche. Et derrière, il faut qu'il y ait l'innovation. L'innovation, le problème de l'innovation, c'est le financement de cette innovation. C'est-à-dire le financement de ce qu'on appelle la Start-up Nation, comme disait le président de la République dans un français impeccable. Donc, c'est comment arriver au financement de cette innovation. Parce que je pense que nous avons en France les innovateurs. Le deuxième sujet, ce sont les compétences. Quels sont les 3 ou 4 grands problèmes que nous avons de compétences? Le premier problème, c'est les mathématiques. Un pays qui baisse dans les mathématiques, c'est un pays qui baisse pour les chercheurs, les ingénieurs et les techniciens. Or, la France, comme d'autres pays, comme l'Allemagne d'ailleurs, a vu le niveau mathématique des élèves baisser considérablement. C'est assez étrange, mais l'Allemagne nous a accompagnés dans ce domaine. Le second sujet sont les lycées professionnels. 40% des jeunes vont dans les lycées professionnels. Pour une très large part d'entre eux, c'est une filière qu'ils subissent, pas une filière qu'ils choisissent. Il est absolument nécessaire que le lycée professionnel soit réhabilité, parce que c'est également là que se forment les opérateurs, les techniciens de l'industrie. C'est lié à la réforme de l'apprentissage. L'apprentissage, on a réussi sa réforme pour l'apprentissage au-delà du bac. Il faut maintenant qu'on réussisse l'apprentissage avant le bac, en articulation avec le lycée professionnel. Le troisième sujet, c'est la formation continue dans les technologies numériques. Si on veut que les technologies numériques pénètrent notre tissu industriel, et l'IA en particulier, eh bien, il faut qu'il y ait dans les entreprises des ingénieurs, des techniciens, des opérateurs qui les accueillent, ces technologies, qui n'en aient pas la trouille. Or, on constate, on fait des travaux à la fabrique de l'industrie sur ce point, que dans les PME, dans les entreprises de taille intermédiaire, il y a une sorte d'appréhension à s'engager là-dedans, par des dirigeants qui ne maîtrisent pas ces technologies et qui se disent « mais j'oriente ma boîte dans un domaine que moi-même je ne connais pas ». Avec les transformations que ça a conduit, parce que
On n'introduit pas impunément la 5G, l'intelligence artificielle dans une entreprise. Pour que ça ait une véritable efficacité, il faut transformer le processus de production. C'est un énorme chantier pour une PME. Et il faut qu'on puisse les soutenir, à la fois peut-être financièrement. J'ai fait des propositions dans ce domaine, mais aussi en termes d'accompagnement, justement pour vaincre ces réticences. Et la formation continue est essentielle dans ce domaine. Le troisième sujet, c'est l'énergie. Nous avons un atout formidable en France, c'est le nucléaire, pour la production d'électricité. Eh bien, il faut que ça se traduise dans la compétitivité du tissu industriel, c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons capables d'offrir aux industriels une électricité à un prix qui soit compétitif. Les Allemands qui n'ont pas le nucléaire, qui ont une électricité qui leur coûte beaucoup plus cher à produire, font des tarifs spéciaux pour l'industrie, évidemment payés par les ménages, parce qu'il faut bien que quelqu'un paye. Les tarifs des ménages sont plus élevés, les tarifs de l'industrie sont plus bas. Je me demande s'il ne faudra pas aller dans cette voie. Et le dernier sujet, c'est le financement, parce qu'il faut de l'argent pour tout ça. Mais l'argent, on l'a. Les Français épargnent près de 20% de leurs revenus. Il y a 2000 milliards d'euros dans l'assurance vie. Ce sont des sommes considérables. Elles ne vont pas vers l'investissement productif, ou pas assez. Les Français placent leur argent dans l'immobilier, ce qui fait monter d'ailleurs les prix de l'immobilier, et placent leur argent dans les placements de père de famille, l'assurance vie en euros, livret d'épargne. Il n'y a pas les Français et les Européens d'ailleurs ont des difficultés à prendre des risques sur leur épargne. Il faut les inciter à cela. Il faut peut-être créer des systèmes de mutualisation, d'intermédiation qui réduisent ces risques. Mais il est absolument essentiel que l'épargne des Européens et des Français puisse aller plus vers l'investissement productif parce que les banques s'en retirent pour des raisons liées aux règles de prudence qu'on leur impose. Et il faut que cette épargne, on puisse lui assurer des rendements suffisants. Il y a chaque année 400 milliards d'euros qui quittent l'Europe pour se placer à l'extérieur de l'Europe. 400 milliards d'euros. Il faut que nous puissions être suffisamment attractifs pour que cet argent ne parte pas aux États-Unis essentiellement, où il y a plus de risques et plus de rentabilité. Ça veut dire quand même qu'il y a une partie de l'épargne qui est prête à prendre du risque, mais elle va le faire aux États-Unis. Il faut que nous soyons capables de la ramener en Europe. Voilà ce que je voulais vous dire. Il faut refaire de la France un pays de producteurs, un pays de chercheurs, un pays d'innovateurs, pour que nous puissions retrouver le dynamisme dont nous avons besoin. Et merci à vous, les jeunes, qui vous engagez dans des métiers d'ingénieurs. On a besoin de vous. Et on a besoin que vous le disiez à l'extérieur, à d'autres. On a besoin que la jeunesse revienne vers la production, vers l'industrie. Si les jeunes recommencent à aller vers l'industrie, on sera sauvés. Merci. Merci, Monsieur le Président.